Slobodan Milošević, ex-président de la Serbie et de la Yougoslavie, est le premier chef d'État à comparaître devant une cour internationale pour crimes de guerre et génocide. Pour concrétiser son rêve d'une Yougoslavie dominée par les Serbes, Milošević a déjà déclenché 2 guerres. La première contre la Croatie, la seconde contre la Bosnie. En mars 1999, ses troupes terrorisent à présent le Kosovo, province à majorité albanaise. Mais tandis que ces hommes intensifient cette nouvelle campagne d'épuration ethnique, les puissances occidentales s'unissent contre lui et lui lancent un ultimatum. Milošević est sommé de donner au Kosovo un gouvernement autonome, sous la protection des troupes de l'OTAN. Il refuse. À l'OTAN, nous nous sommes préparés au pire et j'ai téléphoné à tous les pays concernés. J'étais à la Maison-Blanche quand il a appelé. Il fallait faire vite, nous ne voulions pas d'une autre Bosnie. Je lui ai demandé, si on en arrive là, disposez-vous d'un cadre juridique pour intenter une action contre lui? J'ai dit oui. Et s'il fallait recourir à la force? Oui. Êtes-vous prêt à nous suivre, Tony? J'ai dit oui, sans hésiter. Ils étaient tous mis d'accord, c'est Milošević qui a refusé. À partir de là, les choses étaient jouées. Le commandant a réuni toute l'escadrille. Les pilotes, la maintenance, tout le monde. Et il leur a dit, les gars, on part en guerre. Quand les bombardements ont commencé, j'ai pensé que tout serait fini en une nuit. Et puis que la vie reprendrait son cours. Je me suis dit que ça ne durerait même pas 24 heures. On pensait que ça durerait 3 jours. Tous les pilotes venaient me trouver en disant « Envoie-moi là-bas, je veux absolument lancer des bombes avant la fin de la guerre. » La première nuit, la défense aérienne serbe ne s'est pas montrée. La seconde nuit, pareil. Là, on a compris qu'on avait un problème. La troisième nuit, la météo était mauvaise. La quatrième nuit, le samedi, on a perdu un F-117 et toutes les missions ont été annulées. Dès lundi, il était évident qu'il n'y aurait pas de victoire éclair. Et pour ne rien arranger, la réaction de la Russie, alliée traditionnelle des Serbes, vient compliquer encore le déroulement des opérations. En effet, le président Boris Yeltsin n'a été averti de l'intervention imminente de l'OTAN que 2 heures avant le début des bombardements, par un appel personnel de Bill Clinton. Le Kremlin n'avait pas été consulté. Je lui ai dit, nous avons fait tant de choses ensemble. Nous avons œuvré pour le désarmement et l'élimination des armes stratégiques. Et maintenant, tout ça tombe à l'eau. Je lui ai répondu qu'il était dans l'intérêt de la Russie que je pousse l'OTAN à agir ainsi. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Il y avait eu des avertissements adressés à Milošević. J'avais tout fait pour éviter un conflit au Kosovo, plusieurs mois avant que ça ne se concrétise. C'est une grossière erreur de la diplomatie américaine et de Clinton.
Une grossière erreur. Nous avons rompu toute relation avec l'OTAN. Nous avons envoyé des navires espions dans la zone du conflit et nous avons placé une des divisions de l'armée en état d'alerte maximum. Mais les Serbes se débrouillent très bien tout seuls. Ils réussissent même à déjouer les avions de chasse ultra perfectionnés de l'Alliance Atlantique. L'OTAN savait où étaient installées nos bases et on se doutait que les premiers missiles seraient lancés sur ces cibles. Nous avons donc déplacé nos armements. Ils ont effectivement détruit les bases, mais ils n'ont eu ni les troupes ni les armes. Les Serbes parviennent également à détourner les bombes intelligentes. Nous avons réalisé, avec l'aide de nos chercheurs, des maquettes en bois que nous avons enduites d'une substance chimique destinée à attirer les missiles à guidage infrarouge. Ces bombes, soi-disant intelligentes, conçues pour détruire des systèmes radars d'une valeur de plusieurs millions de dollars, sont venues frapper des leurs qui avaient coûté moins de 50 dollars. Jusque-là, l'Alliance a limité ses attaques aux cibles directement liées au système de défense aérienne de la Serbie. Nous avions frappé tous les objectifs qu'on nous avait indiqués et nous n'avions plus d'objectifs désignés, à moins de pilonner les mêmes une deuxième fois. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Nous avons transformé des gros cailloux en cailloux plus petits. Quand le problème est abordé au quartier général de l'OTAN, le commandant suprême des forces alliées exige un changement de tactique immédiat. Il nous fallait frapper les axes de communication des Serbes, c'est-à-dire les réseaux routiers et ferroviaires, les tunnels, et en particulier les ponts du Danube, qui avaient une importance capitale. Je lui ai dit, Wes, ça va être difficile. Certains ministres et chefs d'État n'accepteront pas facilement cette décision. Clark voulait absolument détruire tous les ponts de Belgrade, ce qui était évidemment absurde et pas du tout nécessaire dans le cadre de la mission qui était la nôtre. Jacques Chirac s'absente pour le week-end de Pâques. Mais Bill Clinton est déterminé à le convaincre qu'il faut bombarder Belgrade. Le président Chirac disait, si vous les attaquez là où ils vivent, si vous essayez d'anéantir l'infrastructure économique de Belgrade et donc de la Serbie, avec ce genre de sanctions, vous allez les énerver encore plus. Je considérais que cela ne servait à rien, que cela consistait à punir les Serbes et que cela ne servait à rien pour détruire le régime de Milosevic. Je n'étais pas d'accord et je le lui ai dit. Cette campagne de bombardement peut fonctionner, mais elle doit être assez musclée pour avoir un impact. Je lui dis qu'il me semblait que notre objectif, ce n'était pas de faire la guerre au sens traditionnel du terme, c'était d'anéantir les capacités de commandement de Milosevic. Le président français laisse ainsi une ouverture à Bill Clinton. Ensemble, ils décident que l'OTAN pourra bombarder les objectifs liés à la capacité de commandement de Milosevic à Belgrade. J'ai entendu les sirènes, puis une annonce à la radio. Habitants de Belgrade, un raid aérien est en cours. Rendez-vous à l'abri le plus proche. Et soudain, ça a été le silence. Personne ne savait quelles étaient les cibles, ni qui serait tué. Les frappes ont été précises, efficaces. Elles n'ont pas engendré de dommages collatéraux. Elles ont clairement démontré la détermination de l'OTAN.
Cette nuit-là, la 11e, depuis le début de la guerre, les forces alliées passent outre le veto français et le général Clark bombarde 2 ponts au-dessus du Danube, mais pas à Belgrade. Cependant, les craintes de Jacques Chirac s'avèrent fondées. Les frappes aériennes rallient les Serbes derrière Milosevic. À Belgrade, la cible devient le dernier accessoire à la mode. L'occupation des ponts était une idée à nous. Nous avons décidé que toutes les nuits, des membres du parti, des militants et des sympathisants se relaieraient. Bien sûr, d'autres nous ont rejoints. Znam da su svi protiv Srbije, ali Srbima to zlogrdilo je. Znam da postoji dogovor s nebom, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, ali dokle tako, ali dokle tako. Même les milieux occidentalisés de Belgrade, où l'on regarde la BBC par satellite, se rangent aux côtés de Milosevic. Kad god ne znaš šta će nam uzmu refugees. A oni su živjeli tako, oni žive tako i ovako. Ko? Refugees. Oni žive u normalnom životu ovako kao i po šatovima. U zemljani. Ovo sad bolje žive. Ovo je sve snimci. 200,000 of Muslims. Milosevic rejette lui aussi toute responsabilité. You are right, there are a lot of refugees, but they are result of bombing. And they are not only Albanians. Everybody is running away because of bombing. Serbs, Turks, Gypsy, Muslims, deers are running, birds are running, everybody is running away because of bombing. Bees are running. Mais le président serbe sait parfaitement ce que fuient les Albanais du Kosovo. Car tandis que les forces alliées amplifient leurs raids aériens, son armée poursuit son objectif militaire au Kosovo. Nous devions neutraliser les forces terroristes albanaises rapidement pour éviter une rébellion armée massive. En réalité, la redoutable police secrète de Milosevic se met en devoir de chasser tous les Albanais du Kosovo. Quelques jours après le début de la guerre, les Serbes atteignent Mališevo. Bali Taci était alors professeur de sciences dans un lycée de la région. Craignant que les Serbes ne tuent tous les hommes valides, il part se cacher dans la forêt, laissant la voiture familiale à sa femme et à ses enfants. Aussitôt que les forces serbes sont reparties, nous sommes tous retournés au village. Nous voulions à tout prix savoir ce qui était arrivé à nos familles. Il avait caché sa caméra sous un tonneau, devant la maison d'un ami. Il la récupère à son retour. Les Serbes avaient mis le feu à la maison 20 minutes avant mon arrivée. J'ai retrouvé ma caméra et heureusement, elle n'était pas abîmée. Des habitants du village m'ont dit « Bali, ils ont tué des gens là-bas ». J'ai pensé qu'il fallait filmer ce que je voyais. Avec sa caméra, Bali enregistre un témoignage unique sur l'épuration ethnique. Il se rend ensuite à l'endroit où, d'après la rumeur, les Serbes ont rattrapé les gens qui fuyaient son village, sans jamais cesser de filmer.
5 des fuyards ont été exécutés sur place. Balitachi retrouve alors sa voiture, vide. Je croyais que toute ma famille était morte. Je me fichais de ce qui pouvait m'arriver. Il poursuit sa route jusqu'au village de Bourim, où son oncle est parti se réfugier. Là-bas aussi, on parle d'un massacre. Les hommes de Milosevic ratissent toujours la région. Pour les éviter, il prend un chemin détourné jusqu'à Bourim. En arrivant aux abords du village, j'ai rencontré un vieil ami à moi, Baram Morina. J'ai tout de suite vu qu'il était en état de choc à cause des événements. Au milieu des corps mutilés, Baram Morina reconnaît son propre frère. Ce n'était pas seulement un massacre. Les cadavres étaient mutilés de façon monstrueuse. Une fois que la caméra a commencé à tourner, je ne l'ai plus arrêtée. J'ai fait ça pour que personne ne puisse m'accuser d'avoir enlevé ou ajouté quelque chose. Parmi les morts, il découvre son oncle. Je n'ai pas réalisé que c'était lui. Son corps était tellement mutilé qu'il était méconnaissable. On ne l'avait pas seulement égorgé, on lui avait littéralement arraché la gorge. J'imagine que c'est un Serbe qui l'a emporté comme trophée. Is the Prime Minister aware that the absolute human calamity that we see on our screens every day has got much worse since the bombing began? The death and destruction is being wrought by Milosevic on innocent Kosovo Albanian people. He is the person who began this policy of ethnic cleansing. We are trying to put a stop to it. Beaucoup de gens se sont opposés à toute intervention au Kosovo et contre la Serbie, en disant « tout ça est votre faute ». Nous subissions une pression énorme. C'était un moment très difficile pour moi, mais en même temps, j'étais tout à fait résolu à mener cette opération jusqu'au bout. Tony Blair se rend alors à Bruxelles pour discuter avec le responsable des opérations militaires. J'ai préféré être direct, parce que ça ne se passait pas bien, vu de l'extérieur. Je lui ai dit, est-ce qu'on va gagner? Il a ajouté, parce que l'avenir de presque tous les gouvernements et chefs d'État d'Europe occidentale en dépend. Alors je lui ai dit, allons droit au but. Va-t-il nous falloir des troupes au sol? C'est possible. Dans ce cas, il faut nous y préparer. Pour ça, Monsieur le Premier ministre, je m'en remets à vous. Si l'intervention terrestre s'impose, Tony Blair va devoir convaincre tous ses alliés de changer radicalement leur façon de penser. Un mois après le début de la guerre, l'OTAN fête son 50e anniversaire. C'est Bill Clinton qui reçoit. Il veut à tout prix éviter un clash public entre les différents chefs d'État qui, pour certains, redoutent de mettre en danger leur gouvernement en soutenant une opération au sol. Une crainte que le président américain partage. I was worried that the
J'avais peur que les représentants du Congrès qui n'appuyaient pas mon action, des républicains pour la plupart, sur qui je n'avais donc pas la même influence que sur les membres de mon propre parti, j'avais peur qu'ils s'opposent à notre participation à la guerre et tentent de l'empêcher avec une résolution disant « pas de troupes au sol ». Le seul moyen pour Tony Blair d'obtenir le soutien des autres pays, c'est de rallier Bill Clinton à sa cause. Lorsqu'ils sont arrivés à la Maison-Blanche, nous nous sommes réunis en petit comité. Il y avait Blair et ses conseillers les plus proches, et une poignée d'entre nous avec le président. Pour éviter un désaccord direct avec le Premier ministre britannique, Bill Clinton laisse parler son conseiller à la sécurité nationale. Ce dernier déclare que le sujet de l'intervention terrestre ne doit pas être abordé pendant le sommet. Il y a eu beaucoup de flottements à ce stade. Une pression très forte s'exerçait sur certains chefs d'État pour arrêter tout ça. Ce n'était donc pas le moment de nous montrer divisés à Slobodan Milosevic, car le seul moyen qu'il avait de gagner cette guerre, c'était de briser l'unité de l'Alliance. J'ai dit, la campagne sera plus courte s'il sait que nous voulons à tout prix gagner. S'il nous croit prêts à employer des troupes au sol et tous les moyens nécessaires pour le faire reculer, alors il reculera rapidement. Notre avantage aérien était de 1000 contre 1. Il suffisait d'attendre que Milosevic s'affaiblisse. L'argument de Sandy était « C'est facile pour vous, mais les Américains vont devoir fournir une grande partie du matériel et les troupes elles-mêmes. » C'était effectivement un point délicat. Bill Clinton m'a dit « Allons parler de tout ça dans mon bureau. » Je lui ai demandé « Sommes-nous prêts à perdre ?» Pour commencer, je lui ai dit que j'étais convaincu qu'il en résulterait une division profonde de l'Amérique. J'étais prêt à l'assumer si c'était vraiment nécessaire. Mais j'estimais que nous n'avions pas besoin de troupes au sol pour gagner. Tu n'auras peut-être pas à les utiliser, mais il faut les menacer de le faire. Nous nous sommes mis d'accord sur les termes suivants, nous ferons tout ce qu'il faut pour gagner. Tout ce qu'il faut pour gagner. Cette phrase, à la fois déterminée et très vague, est un slogan derrière lequel tout le monde va pouvoir s'unir. C'est le message qu'ils ont transmis lors de la réunion de l'OTAN le lendemain. 19 chefs d'État étaient assis autour d'une table. Ce n'était pas une téléconférence. Ils n'étaient pas représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Ils étaient face à face et s'engageaient personnellement les uns envers les autres à ce que l'Alliance remporte cette guerre. Nous observions cela depuis la Russie, en espérant un veto européen ou tout au moins quelques réticences. Mais après cette réunion de l'Alliance, nous avons décidé qu'il fallait parler avec le pays qui prenait les décisions, c'est-à-dire les États-Unis. Ils étaient en train de conclure lorsqu'on nous a annoncé un appel de Boris Yeltsin. Nous sommes allés chercher le président car il était clair que Yeltsin avait une idée en tête. Il n'arrêtait pas de répéter « Bill, nous devons régler ce problème ». Il n'arrêtait pas. Il était furieux contre Milosevic, lui aussi. Il avait essayé de le raisonner, car lui non plus ne voulait pas d'une nouvelle vague de purification ethnique. Yeltsin a donc dit « Bill, je veux collaborer avec vous à ce processus diplomatique pour mettre fin à la guerre, mais il faut interrompre les bombardements. Je dois prouver que la Russie a une certaine influence. » Mon point de vue à moi était qu'il fallait d'abord que Milosevic s'avoue vaincu. Peut-être aurait-on besoin de parler avec lui, mais d'abord il fallait une défaite totale et sans ambiguïté des forces d'agression au Kosovo. Yeltsin est un homme qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Yeltsin sait que si l'OTAN décide de vaincre l'allié de la Russie, son gouvernement sera menacé. Il utilise donc la télévision pour annoncer une initiative surprise.
Готов между Соединенными Штатами, между НАТО, между Югославией. Mais avant même qu'il ait pu mettre son projet en œuvre, l'une des bombes de l'OTAN frappe l'ambassade de Chine à Belgrade, faisant 3 victimes. D'après la CIA, l'utilisation d'une carte périmée est à l'origine de l'accident. Mais les Chinois n'y croient pas. Yeltsin, qui a ses propres frondeurs à apaiser, décide de jouer le tout pour le tout. Пусть только Клинтон чуть-чуть нечаянно ракету пошлет. Тут же будет возмездие. Немедленно. Le président Jacques Chirac, craignant un gel du processus de paix russo-américain, s'invite à Moscou. L'arrivée a été fraîche. Il n'était pas content. Il n'était pas de bonne humeur. Je lui ai dit, il ne s'agit pas pour nous d'ignorer la Russie, encore moins d'humilier la Russie. Nous savons très bien qu'il n'y a pas d'Europe stable sans une Russie stable. Yeltsin disait « da, da, da ». Mais je lui ai dit, vous qui avez résolument engagé votre pays sur la voie de la démocratie et de la modernité. Et Boris Yeltsin, à ce moment-là, a dit « et la liberté ». Oui, a dit Chirac, voilà, c'est ça que tu incarnes. Chirac a déclaré que Milosevic était une crapule et que nous devions réinstaller la démocratie en Yougoslavie. Vous, Boris Nikolaevitch Yeltsin, vous associez votre nom avec celui de Milosevic. Vous êtes l'avenir pour la Russie. Tu peux jouer un rôle en plaidant auprès de Milosevic pour l'arrêt de cette guerre et nous devons reprendre le travail ensemble. Il faut que lorsqu'on enverra des troupes au Kosovo, il y ait non seulement les troupes de l'Alliance Atlantique, mais à nos côtés, les troupes de la Russie. L'idée de Jacques Chirac d'associer les Russes à la force de paix pour le Kosovo est exactement ce que cherchait à obtenir Yeltsin. Les négociations russo-américaines peuvent maintenant commencer. Le président Clinton demande à son responsable de la politique américaine pour la Russie de l'aider à rédiger la liste des conditions qu'il veut faire imposer à Milosevic par l'intermédiaire des Russes. Ces conditions sont que ses forces devront se retirer du Kosovo, qu'il devra autoriser une présence internationale, dirigée d'ailleurs par l'OTAN au Kosovo, et que les réfugiés devront pouvoir rentrer chez eux. Tant que ces conditions ne seront pas remplies, les bombardements continueront. Lorsque l'envoyé du président Yeltsin arrive pour négocier, Talbot lui remet la liste. Ce qu'il proposait, c'était une occupation de la Yougoslavie par l'OTAN. Nous ne pouvions pas adhérer à cela. Je n'allais pas jouer les messagers pour Talbot en portant ces conditions à Milosevic. La divergence entre les deux négociateurs est telle qu'il leur faut leur propre médiateur. Le président de la Finlande, pays neutre, accepte alors de se joindre à eux à une condition. J'avais déjà eu affaire à Milosevic auparavant. Et je leur ai dit que pour négocier avec lui, il fallait d'abord que l'on tombe tous d'accord. Sinon, il se débrouillerait pour faire traîner les choses indéfiniment. Le groupe, surnommé la Troïka, vient à peine de se mettre au travail lorsque Strobe Talbot reçoit un coup de fil. Ça y est, le tribunal pénal international est sur le point d'inculper Milosevic. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Je leur ai dit, on n'a pas déjà assez de problèmes. La Troïka craint que Milosevic, maintenant qu'il a été inculpé, ne soit encore plus déterminé à ne pas capituler. Car s'il est condamné, il risque l'emprisonnement à perpétuité. Mais tant qu'il restera président de la Yougoslavie, Milosevic se sait à l'abri du tribunal international. Ja ne priznajem tu instituciju, to je politička institucija koja je deo tog mehanizma
rasturanja I uništenja srpskog naroda. Meine Frau konnte niemals verstehen. Ma femme était sidérée. Elle me disait, l'OTAN est la force la plus puissante du monde. Pourquoi ne peut-elle pas éradiquer l'épicentre du mal, à savoir Milosevic? Elle imaginait une opération à la James Bond, qu'on se débarrasse tout simplement de lui, comme dans les films. Je lui ai expliqué qu'un chef d'État n'est pas considéré comme un combattant et qu'il ne peut donc pas constituer une cible militaire. Ce qu'il faut, c'est trouver une cible proche de Milosevic qui puisse paraître légitime. Sous sa maison, il y avait un bunker de communication. Nous avons donc attaqué le bunker. Mais au moment où leur résidence est bombardée, les Milosevic sont absents. Lorsque nous sommes rentrés, notre maison était en ruine. Toutes nos affaires étaient éparpillées dans le jardin. Les rideaux étaient accrochés au sommet des arbres. C'était très joli, mais très triste. Tout ce que nous possédions avait été détruit dans le bombardement, sauf le lit de notre petit-fils. L'OTAN intensifie encore ses raids aériens. Les civils serbes sont de plus en plus exposés. Le 6 mai, à Niš, dans le sud du pays, Simeonka Spasić et sa belle-fille vont au marché. Lorsque nous sommes arrivés dans cette rue, un parachute s'est déployé juste au-dessus de nos têtes. Et après, ces petites bombes sont tombées. Nous avons vu les gens se mettre à courir. Elles sont tombées en plein centre-ville. Il s'agit de bombes à fragmentation que le prédécesseur du général Clark refusait d'utiliser parce qu'elles risquent d'occasionner des dégâts imprévus. L'OTAN visait un héliport à proximité de Niš. La bombe à fragmentation est une arme adaptée à ce genre d'environnement. Elle disperse ses explosifs sur une zone très étendue. Ma belle-fille s'est tournée vers moi en criant « Maman ». Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « N'aie pas peur ». Nous sommes toutes les deux tombées par terre. J'ai hurlé « Au secours, ma belle-fille est enceinte ». Quand l'ambulance est arrivée, je leur ai dit « Je ne veux pas partir. Laissez-moi mourir ici et emmener ma belle-fille. » Madame Spasić est transférée à l'hôpital et amputée d'une jambe. Elle ne sait pas encore que sa belle-fille est étendue, morte, sur le bas-côté de la route. Avec leur intervention humanitaire, ils ont tué 15 personnes en une seule journée. Dans toute l'Europe s'organisent alors des manifestations contre la campagne de bombardement. Et Milosevic enfonce le clou. When our soldiers are dying, they know why they are dying. They are dying for their homeland, for their fatherland. And for what will die your soldiers 5,000 miles from home, killing children until they sleep, killing women and girls and peaceful citizens, and ruining what we were building through the decades after Second World War. Ces 2 mois de bombardement n'ont pas découragé Milosevic, mais ils ont fortement entamé la cote de popularité des gouvernements de l'OTAN, particulièrement en Allemagne. Au congrès de son parti, le vice-chancelier allemand affronte une rébellion ouverte.
C'était terrible. Il n'y avait aucune discussion possible. Les gens hurlaient. Pour mon parti, plus jamais de guerre était un principe de base. Alors ils nous ont mené la vie très dure. On m'a attaqué avec une bombe de peinture. Et j'ai dû être hospitalisé. Le chancelier Schröder, chef du gouvernement de coalition, réunit les 3 hommes chargés de mettre fin à la guerre. Le chancelier Schröder a expliqué qu'il craignait la chute de son gouvernement et l'anéantissement de l'opération militaire de l'OTAN. De plus, si l'Alliance Atlantique veut lancer une intervention terrestre, elle devra s'y préparer dès le début du mois de juin. Afin de ne pas se laisser piéger par l'hiver serbe. La seule issue, c'est un accord de paix immédiat. Le 1er juin, la Troïka se réunit à nouveau en Allemagne, à Petersberg, dans les environs de Bonn. Gerhard Schröder demande aux 3 diplomates de ne pas se séparer avant d'être tombés d'accord sur les conditions qu'ils veulent imposer à Milosevic. Mais Stroop Talbot n'est pas prêt à transiger. La seule façon de créer ce qu'on appelle un environnement sécurisé au Kosovo, c'est de faire partir tous les Serbes. Les forces armées, les paramilitaires et la police secrète. Tous dehors, jusqu'au dernier. Tous. Nous avons essayé de dissuader Talbot et ses supérieurs. Il passait son temps au téléphone avec Washington. Nous lui avons dit, vous aurez beau envoyer 30 000, 50 000 ou même 150 000 hommes, ils ne pourront pas maintenir l'ordre. Mieux vaut laisser les Serbes gérer la Yougoslavie. Au bout du compte, le désaccord pouvait se résumer en 4 lettres. Tous. T-O-U-S. Les 3 hommes décident alors d'interrompre leurs négociations pour permettre à Tchernomyrdin d'appeler le Kremlin, auquel il fait part de l'obstination des Américains à exiger le retrait de toutes les forces serbes du Kosovo. Tchernomyrdin nous a dit que Talbot était intraitable. Toutes les troupes serbes devaient quitter le Kosovo. Et en continuant à résister, nous ne faisions que prolonger la guerre. Le lendemain, lorsque la réunion reprend, une agréable surprise attend les Américains. Les Russes avaient installé un ordinateur portable sur la table des négociations et ils étaient en train de pondre toute une série de brouillons du document que Tchernomyrdin était disposé à emporter. Tout d'un coup, ce matin-là, le mot de 4 lettres est apparu. T-O-U-S. Tchernomyrdin a dit oui à tout. Monsieur Tchernomyrdin avait dans sa délégation un général russe qui s'appelait Ivachov et qui a dit « le retrait total, non ». Les intérêts de la Russie avaient été bafoués. Il y avait certaines choses que je ne pouvais pas accepter. L'opinion des forces armées avait tout simplement été ignorée. Je n'avais pas à le consulter. Il était là pour s'occuper des questions militaires et non des questions politiques. Pour ça, j'avais un président et un premier ministre. Un président et un premier ministre qui, à l'insu du général Ivachov, ont chargé Viktor Tchernomyrdin de faire monter les enchères en obtenant une zone d'influence russe au Kosovo. Les Russes voulaient obtenir leur propre secteur, une zone qu'ils puissent contrôler. Ils visaient le nord du pays où vivent la plupart des Serbes. Nous ne pensions pas devoir régler ça pendant les négociations de Petersberg, car ça ne concernait pas Milosevic. Ce qu'il fallait lui faire accepter, c'était le retrait de tous ces hommes. Tchernomyrdin s'est contenté de hausser les épaules. Il a dit qu'il acceptait nos conditions. Nous pouvions aller à Belgrade. Belgrade, capitale d'un pays ravagé après 9 semaines de bombardements.
À la fin du mois de mai, on dénombre 500 victimes civiles chez les Serbes. La patience populaire a atteint ses limites, même au cœur du plus vieux fief de la Serbie. Depuis plus de 6 siècles, la ville de Kruševac est célèbre pour son patriotisme. En 1389, la ville avait envoyé des hommes au sud du Kosovo pour combattre les infidèles. En 1999, elle a perpétué la tradition. Kruševac a donné 11 000 de ses enfants chéris pour cette guerre. Les ennuis commencent lorsque les corps de 4 soldats rapatriés du Kosovo arrivent au principal hôpital de la ville. J'étais de garde à l'hôpital ce soir-là. J'avais très peur. Quand on a, comme moi, un fils et un frère qui se battent au Kosovo, les nouvelles de ce genre sont difficiles à encaisser. Dès le lendemain matin, le bruit court que le nombre de morts dépasse largement l'estimation officielle. 2000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, descendent dans la rue et cherchent le maire de la ville. Ils finissent par le trouver. Les manifestants l'ont injurié. Ils lui ont jeté des œufs et des pierres. Quand je suis sorti, les gens se sont mis à me siffler, à hurler, à me huer. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais absolument aucune chance de me faire entendre. Les policiers avaient peur qu'il ne soit blessé. Les pierres étaient de plus en plus grosses. Ils l'ont ramené à l'intérieur. La nouvelle de cette manifestation parvient très vite aux hommes de Kruševac engagés au Kosovo. 1 millier d'entre eux détournent des véhicules militaires remplis d'armes pour rentrer chez eux. Notre officier s'était planté devant notre camion pour l'empêcher de passer. Je lui ai dit, « Écoute, je te tuerai quitte à mourir moi aussi s'il le faut. Maintenant écarte-toi, on y va. » Milošević envoie ses unités d'élite intercepter les mutins. Je leur ai expliqué la situation en promettant qu'aucune sanction ne serait prise, malgré le fait qu'on était en guerre. Je suis donc retourné au Kosovo avec une partie de mon unité. 3 jours plus tard, j'ai été arrêté et on m'a mis en prison. J'ai dû partager une cellule avec des prisonniers de l'UCK. Des hommes contre qui je m'étais battu la veille. C'était absurde et honteux. La mutinerie est ainsi réprimée. Mais elle montre que le peuple serbe a atteint sa limite. L'avertissement sera-t-il entendu par Milošević ? Milošević a pris le pouvoir en exploitant le soutien populaire dont bénéficie le nationalisme serbe. Mais les 78 jours de bombardement ont nettement entamé sa popularité. Et tout en s'apprêtant à accueillir la Troïka, il sait que les conditions proposées seront humiliantes. Parviendra-t-il à conserver suffisamment de crédit parmi les Serbes pour rester au pouvoir ? Lorsque Tchernomyrdin atterrit à Belgrade, l'OTAN ne cache pas qu'elle se prépare à une guerre terrestre. La proposition apportée par la Troïka est en fait un ultimatum dicté par Washington.
C'était réellement un ultimatum. Mais nous l'avons présenté comme étant ce que la Troïka pouvait obtenir de mieux pour lui. Milosevic reçoit la promesse que la force internationale de sécurité ne sera pas sous le drapeau de l'OTAN. Chernomyrdine s'était assuré que tout passerait par l'ONU et que nous conserverions l'intégrité du territoire et la souveraineté de la Yougoslavie. Mais Chernomyrdine a aussi souligné que le Kosovo deviendrait une province autonome de la Yougoslavie. Milosevic a demandé « Puis-je proposer des amendements ?» Et j'ai répondu « Malheureusement non ». On je sadržao te garancije I suvereniteta, I teritorijalnog integriteta, I odgovornosti Ujedinjenih nacija za politički proces. Il a emporté le document pour que son gouvernement puisse l'étudier. Il a dit que le Parlement voterait dès le lendemain et qu'ensuite il pourrait nous répondre. Nous nous sommes quittés là-dessus. Ahtisaari et l'ex-Troïka repartent donc sans savoir s'ils ont été assez convaincants pour faire reculer Milosevic. Ensuite, le président Milosevic est venu discuter avec notre délégation. Il m'a demandé de rester et nous avons continué à parler pendant 3 heures. Ils ont annoncé à Milosevic que s'il refusait les conditions, il y aurait une invasion terrestre. Je l'ai averti, il ne peut pas y avoir de victoire. Vous ne parviendrez qu'à détruire votre pays et votre peuple. Chernomyrdine a tapé sur la table. Il a balayé tous les papiers et il s'est exclamé « Si vous refusez les conditions, la Serbie ressemblera à cette table. » Ali da smo mi tada odbili taj njihov zajednički predlog, oni bi onda mogli slobodno da kažu evo I Rusiji I ruskom predlogu su rekli ne, to znači da je reč Le Parlement entérine la décision de Milosevic. La guerre est finie. Le président Ahtisaari part faire un compte-rendu au chancelier allemand, qui l'accueille à bras ouverts. L'accord arrive juste à temps pour sauver son gouvernement. Tous les chefs d'État de l'Alliance poussent un soupir de soulagement. Les bombardements ont suffi à faire rentrer Milosevic dans le rang. Mais les Russes n'en ont pas fini avec le Kosovo. Nous espérions que la Russie aurait son propre secteur. Ils avaient promis que ça pourrait se négocier. Dès que les forces serbes se retirent du Kosovo, les militaires russes se précipitent pour y imposer la création d'un secteur russe. Milosevic, qui était alors président, m'a envoyé retrouver le contingent russe à la frontière. Je devais m'assurer qu'ils arrivent à Pristina avant minuit. Les routes étaient encombrées de soldats russes, mélangés avec des civils, qui les acclamaient. Alors que j'allais me rendre à une vidéoconférence de l'OTAN, on m'a tendu un message disant que des Russes traversaient ou s'apprêtaient à traverser la Drina. C'était une situation très embrouillée. À ce moment-là, les responsables russes commençaient à perdre patience. Et nous étions soudain confrontés au risque, après 78 jours de combat, de se retrouver avec un Kosovo morcelé, alors qu'on avait justement fait la guerre pour éviter ça. Un secteur russe au Kosovo aurait forcément attiré les Serbes, en particulier les éléments les plus extrêmes et les plus violents, qui se seraient alors mis sous la protection des Russes.
Moscou a visiblement une idée en tête. Le conseiller de Bill Clinton est immédiatement envoyé sur place afin de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, Igor Ivanov. Ivanov a admis qu'il y avait effectivement eu un déploiement des forces russes au Kosovo. Mais il a ajouté qu'il s'agissait d'un accident et que leur retrait n'était qu'une question d'heures. Le ministre russe est tellement embarrassé qu'il accepte de faire une déclaration téléphonique à CNN. Igor Ivanov veut à tout prix découvrir ce qui se passe. Dès que l'heure le permet, il réveille ses collègues. Il a dit que nous devions voir Yeltsin. Il apprend alors que c'est son propre président qui a organisé cette opération. Yeltsin était aux anges. Il nous a dit « On a réussi, on est entré dans Pristina ». Ivanov lui a répondu « Dans quoi est-ce qu'on s'engage ?» Il fallait agir avec prudence. Il n'était pas question de dire « c'est une lubie du chef d'état-major ». Mais il se trouve que le président Yeltsin est d'accord. Il décide d'investir l'aéroport et d'envoyer des renforts par avion depuis la Russie. Nous avons vraiment frôlé la confrontation. Les Russes obtiennent des Hongrois la permission de survoler leur territoire jusqu'au Kosovo. Tout laisse à croire que Boris Yeltsin a réussi sa manœuvre. Mais l'OTAN n'a pas dit son dernier mot. Nous avons appelé toutes les personnes possibles, et même plusieurs simultanément, pour leur dire de ne pas autoriser les Russes à utiliser leur espace aérien. La Hongrie vient de rejoindre l'OTAN, et quand on lui souligne les intérêts stratégiques de l'Alliance, elle revient sur sa décision. Les autres pays concernés, la Roumanie et la Bulgarie, font également marche arrière. Tous deux sont candidats à l'adhésion à l'OTAN. Les Russes, qui se retrouvent alors dans l'impossibilité d'envoyer des renforts et du matériel, voient leur triomphe leur échapper. Moscou a perdu son pari. Milosevic sort de l'épreuve les mains vides. Le Kosovo est sous contrôle international et les Serbes n'auront pas de secteur russe à dominer. Inculpé de crimes de guerre, il se retrouve désormais à la tête d'un pays en pleine faillite, ravagé par les bombardements. Mais le tribunal pénal international ne peut rien contre lui, tant qu'il reste président de la Yougoslavie.